Bonjour, bonjour. Donc on est le 17 avril 2020, je précise, hein. Et donc je vous propose encore aujourd'hui une petite pratique autour de la non-dualité, une pratique autour de la non-dualité et de l'éveil. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur les pensées, puisqu'on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps par internet. On m'a demandé que faire des pensées. Que faire des pensées. Donc je voudrais avec vous là, pendant 20 minutes, voilà, essayer de répondre à cette question, que faire des pensées. Alors c'est une question très très importante, parce que nous avons beaucoup de pensées, nous avons souvent des pensées, et les pensées ont un pouvoir très important sur nous. Déjà, très souvent, les pensées nous distraient, elles nous emportent, elles nous tirent à l'extérieur. Et alors, il nous arrive de perdre conscience de cette ouverture que nous sommes. On perd conscience de la présence que nous sommes, bien souvent. C'est un peu comme si le train des pensées arrivait dans notre esprit, comme voilà, arrive en gare, dans la gare de notre esprit, et nous on monte dans le train des pensées, et les pensées nous emportent, à faire le grand 8, quoi, hein. Et puis voilà, on est absent à soi-même. Donc les pensées nous distraient bien souvent. D'autre part, les pensées nous racontent souvent n'importe quoi sur le monde. Elles nous trompent. Euh, elles tiennent un discours sur le monde qui n'est pas toujours vrai, et même qui est souvent complètement faux. Donc les pensées nous distraient, elles nous trompent bien souvent, et puis avec les pensées naissent aussi les émotions, la colère, la tristesse, l'angoisse, etc. Donc les pensées bien souvent nous distraient, nous trompent sur le réel et nous stressent. Voilà. Donc c'est très important de voir comment on peut peut-être sortir de ce cycle des pensées. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'être sans pensée, d'être vide de pensée, c'est pas possible, c'est pas souhaitable non plus. La pensée peut aussi être très très utile. La question est de savoir comment se rendre libre des pensées. Et là, je crois que la non-dualité peut beaucoup. Le fait est qu'en général, on est complètement identifié aux pensées. On pense qu'on est les pensées. En tout cas, moi, pendant très très longtemps, je l'ai cru. Il m'arrive sûrement de le croire encore. Mais j'ai l'impression que dès le début de mon adolescence ou la fin de l'enfance, jusqu'à ce que j'entre en contact avec ces textes de non-dualité, jusqu'à 25-26 ans, donc en gros, si vous voulez, je sais pas, de 9 ans, 10 ans jusqu'à 25 ans, j'étais complètement identifié à mes pensées. J'étais complètement identifié à cette voix intérieure qui jacassait tout le temps, qui verbalisait tout. Au fond, c'est ce qu'on appelle en psychologie le moi narratif, je crois, le moi narratif. Donc j'étais complètement identifié à ce moi narratif. J'étais mes pensées, voilà. Et d'ailleurs, depuis ce moi narratif, cette espèce de voix qui parle tout le temps en nous, je l'appelle radio-moi FM. Hein, radio-moi, parce qu'elle parle que de moi. Je pense que vous avez la même, hein. Mais là, dans ce cas-là, elle parle de vous, surtout. Donc radio-moi FM, FM parce que c'est fabrication mentale, en fait, hein. Donc radio-moi, FM, fabrication mentale. Et cette radio, elle émet 7 jours sur 7, 16 heures sur 24. Quoi. La nuit, elle s'interrompt un peu, mais sinon, elle parle tout le temps. Et cette radio, elle a un producteur, un journaliste, un auditeur, et c'est moi. Voilà, c'est moi. Je fais tout. Producteur, auditeur, journaliste, c'est moi. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être cette radio-moi. J'étais complètement identifié aux pensées. Et pourtant, pourtant, je faisais des études de philosophie. J'ai fait des études de philosophie, j'étais étudiant en philosophie. Mais, je ne sais pas, jamais je n'ai vraiment mis en doute cette identification à mes pensées. Jamais je me suis vraiment posé la question de savoir si j'étais mes pensées. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans la philosophie occidentale, la distinction entre ce qu'on peut appeler la conscience et les pensées, elle est moins établie qu'en Orient. Tout à l'heure, je vais vous lire un texte à ce sujet. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais mes pensées, peut-être que vous aussi, et je constate que c'est le cas de beaucoup de gens autour de moi, hein. Il y a cette, voilà, je suis mes pensées. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une pensée?
s'il faut définir. Alors, je prends une définition très simple, c'est pas une définition très philosophique, c'est une définition assez banale. Pour moi, je définis ici la pensée par une phrase qu'on a dans l'esprit. Une phrase qu'on a dans l'esprit. C'est pas forcément une phrase très longue, c'est pas forcément une phrase très structurée. Mais vous voyez, c'est des phrases du genre faut que je paye mes impôts, ce mec il est con, tiens il fait beau aujourd'hui. Ce genre de phrases. Alors on aurait pu aussi, j'aurais pu dire voilà, voilà que dans l'esprit il y a aussi des images, hein, c'est vrai. Mais là je vais plutôt m'intéresser aux pensées. Donc la pensée, ben, ce sont des phrases que nous avons dans l'esprit. Et nous en avons beaucoup, nous en avons continuellement. Alors comment faire pour être libre des pensées? Alors, il y a trois manières, à mon avis, de voir que c'est possible. La première manière, c'est parce que certains textes de spiritualité et de philosophie parlent de quelque chose en nous qui est au-delà des pensées. Donc, il y a les textes. Ensuite, il y a les arguments. On peut trouver des arguments qui peuvent vraiment nous conduire à l'intuition que quelque chose en nous est au-delà des pensées. Et puis enfin, il y a l'expérience. Il y a l'expérience qui est la chose la plus importante parce que c'est par l'expérience qu'on s'assure vraiment qu'on a trouvé ce qui était au-delà des pensées. Alors, concernant les textes. Donc, concernant les textes en philosophie et en spiritualité qui distinguent les pensées de ce qui est au-delà des pensées. Alors, il n'y en a pas beaucoup en Occident, il y en a quand même. Il y en a notamment chez Platon. D'ailleurs, entre parenthèses, tout est chez Platon. Hein. La philosophie occidentale a commencé avec l'Evrest. Donc, chez Platon, dans la République notamment, il y a cette distinction entre la pensée discursive, que Platon appelle la dianoia en grec. Dia, vous voyez, ça veut dire à travers. Dianoia, à travers la pensée, donc la pensée discursive, et puis ce qu'il appelle par ailleurs le nous, l'esprit. Donc il y a la dianoia, la pensée discursive, et il y a l'esprit, le nous, qui est plutôt quelque chose qui relève de la lumière. Alors il n'a pas le mot conscience exactement, mais c'est plutôt la lumière. Et cette distinction pensée discursive, esprit, on la retrouve dans la philosophie grecque à plusieurs moments, et aussi dans la mystique chrétienne. J'ai édité un livre formidable que je n'ai pas écrit, hein, mais que j'ai édité de Michel Fromaget. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle L'âme, corps, esprit. L'âme, corps, esprit qui est formidable et qui montre que dans la mystique chrétienne, il y avait non pas simplement l'âme et le corps, mais le corps, l'âme et l'esprit en fait. Et donc il y avait une dimension ternaire de l'homme, corps, âme, esprit. Et cette dimension ternaire, elle a disparu au profit simplement du corps et de l'âme. Et donc finalement, l'esprit, c'est comme identifié à l'âme étant le contenu psychique finalement de l'homme, c'est-à-dire les pensées, les souvenirs, les désirs, etc. Donc Michel Fromaget montre bien qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'Occident une perte de l'esprit, comme si on s'était de plus en plus identifié à l'âme et de plus en plus identifié aux pensées. Alors, puis on arrive bien sûr à cette phrase de Descartes, je pense donc je suis, qui, si elle est prise au pied de la lettre, peut nous donner l'impression que pour être, il faut penser. Je pense donc je suis, c'est-à-dire si je ne pense plus, je ne suis plus, donc il faut que je pense pour être. Même si pour Descartes, le mot penser est plus large que la simple pensée rationnelle. Voilà, alors ça c'est rapidement, très très rapidement en Occident. En Orient par contre, alors là c'est très clair, on a des distinctions nettes entre la pensée et la conscience. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire avec vous un peu de sanskrit, si vous voulez bien, puisque j'ai traduit un texte de l'Advaita Vedanta qui s'appelle Drik Drishya Viveka, la distinction entre l'observateur et l'observé, qui est un texte attribué à Shankara. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit de Shankara, mais il est très certainement de l'école de l'Advaita Vedanta. Donc Shankara, je parlais de Platon tout à l'heure, mais Shankara c'est le Platon indien, c'est le grand philosophe de l'Inde, autour du 8e siècle après Jésus-Christ, et on lui a attribué plein de petits traités védantiques, dont celui-ci, Drik Drishya Viveka. Donc je vais juste vous lire et vous traduire deux petits shlokas, deux petits vers, c'est très simple, et qui montre vraiment que cette distinction entre pensée et conscience, elle est présente dans ces textes qui sont très anciens, vous voyez. Alors, je le lis.
Donc il commence par dire ceci, c'est shloka 1, ça commence dès le début. Donc Rupam Drishyam. Donc Rupam c'est la forme, Drishyam c'est le fait d'être observé. Donc la forme est observable. La forme c'est les objets. Voilà, les objets sont observables. Très bien. Lochanam Drik. Lochanam c'est l'œil, donc Drik c'est l'observateur, donc c'est l'œil qui observe. Donc c'est l'œil qui observe les formes. Jusqu'à là, rien de particulier. Tad Drishyam. Tad, c'est-à-dire cet œil, il est observable. Donc l'œil lui-même est observable. On peut savoir qu'on regarde. On peut savoir qu'en ce moment, on regarde l'écran. Donc quelque chose, c'est en nous que l'œil fonctionne. Alors, Driktu Manasam. Donc Manasa, Manas, c'est la pensée. Donc c'est la pensée qui est l'observatrice. Donc la pensée, c'est que l'œil regarde. Donc je sais que je regarde cet écran, par exemple. Bon, donc on a l'impression que là, il n'y a que la pensée qui observe. Mais il continue. Drishya di Vritya. Alors, di Vritya. Vritti, vous connaissez peut-être ce mot parce qu'il est célèbre, puisqu'il se trouve au début du Yoga Sutra de Patanjali. Si Michel nous regarde. Donc, au début du Yoga Sutra, je crois que c'est au shloka 2, il y a cette phrase Yogas Chitta Vritti Nirodha. Donc, on traduit souvent par le yoga, c'est l'arrêt Nirodha, donc des fluctuations de la pensée. Chitti Vritti. Donc ici, c'est le mot, vous voyez, Drishya di Vrityara. Donc, les fluctuations de la pensée ou les mouvements de la pensée sont observés. Donc, vous voyez, on ne s'arrête pas à la pensée. L'œil observe les objets, la pensée se rend compte qu'on observe les objets, mais quelque chose observe les fluctuations de la pensée. Et qu'est-ce que c'est qui observe les fluctuations de la pensée? Shakshi, Drik. Donc Drik c'est l'observateur, Shakshi donc c'est le témoin, ce qu'on traduit par le témoin. En fait c'est une racine qui veut dire l'œil, on pourrait traduire par le voyant. Donc il y a un témoin de la pensée. Et il continue, Evana tu Drishyate. Et ce témoin n'est pas observable. Vous voyez, donc on a remonté des objets à l'œil, de l'œil à la pensée, de la pensée au témoin. Et là on s'arrête. Voilà. Donc la distinction entre la pensée et le témoin, elle est faite. Il y a quelque chose qui est au-delà de la pensée. Voilà. C'est très clair. Et ce qui est au-delà de la pensée est nommé au shloka 4 Chitti. Chitti, c'est-à-dire la conscience. La conscience. Donc c'est la conscience qui observe la pensée. Et donc, ça c'est formidable parce que ça veut dire qu'on n'est pas limité à la pensée. Ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui est au-delà de la pensée. Ça, donc, je ne l'avais pas compris quand je faisais mes études de philosophie à la Sorbonne. C'est en lisant ce genre de texte que vraiment je m'en suis aperçu. Et au shloka 5, il dit ceci, il va parler maintenant de la conscience. Il dit ceci, Nodbetti, donc elle ne se lève pas. Nastam eti, elle ne disparaît pas. Donc cette conscience, ni elle apparaît, ni elle disparaît. Les fluctuations de la pensée, oui, elles apparaissent et elles disparaissent, mais pas la conscience. Esha navridim, elle ne s'agrandit pas, la conscience. Vous voyez, elle ne grandit pas, yati nakshayam, et elle ne disparaît pas, elle ne diminue pas. Donc la conscience, on pourrait dire, elle ne naît pas, elle ne meurt pas, elle ne grandit pas, elle ne diminue pas. Svayam vibhati. Elle est sa propre lumière. Elle est sa propre lumière. Donc la conscience est conscience d'elle-même. Et elle est conscience d'elle-même. Et le texte dit ensuite, elle éclaire les objets. Anyani bashayet sadanam vina. La conscience éclaire les objets sans aucun autre moyen. D'elle-même, si vous voulez. Donc voilà, ce que nous trouvons en nous, c'est cette conscience, chitti, qui prend conscience des objets, mais aussi de la pensée. Cette conscience qui ne naît pas, ne disparaît pas et ne croît pas, ne diminue pas, qui est toujours finalement une et semblable à elle-même. Donc des textes de ce genre, il y en a évidemment beaucoup dans l'Advaita Vedanta, dans le Shivaïs du Cachemire, que traduit mon ami David Dubois. Voilà, donc il y a des textes très clairs. Donc il y a ces textes. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait comprendre, on pouvait deviner ou trouver qu'il y a quelque chose en nous qui est au-delà de la pensée. Alors, par les arguments, par l'analyse en fait. Je vous donne quelques arguments en fait. Premier argument, c'est ce qu'on vient de voir, nous pouvons observer nos pensées. Nous pouvons voir que nous pensons. Alors bien sûr, la plupart du temps, on ne voit pas qu'on pense, parce qu'on est emporté par nos pensées. On est tellement collé aux pensées qu'on n'a pas de recul par rapport à elles, on ne sait même pas qu'on pense. On ne sait même pas qu'on a des pensées. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la méditation zen,
j'ai été stupéfait de voir que j'avais des pensées, en fait, puisque je pensais être mes pensées. Vous voyez? Mais si on fait un peu attention, si on prête attention, on peut voir la pensée apparaître. Par exemple, si je vous demande de faire ce calcul, faites le calcul 3 plus 5. Faites le calcul, et en même temps que vous faites ce calcul, prêtez attention au fait que vous faites le calcul. 3 plus 5. Donc je pense qu'on peut faire ce calcul 3 plus 5 égale 8. Hein. On peut faire ce calcul 3 plus 5 égale 8 et en même temps se rendre compte qu'on fait ce calcul. Donc avec un peu de vigilance, on peut voir qu'il y a des pensées pendant qu'on a des pensées. Et qu'est-ce qui voit qu'il y a une pensée? Ben, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une pensée qui voit qu'il y a une pensée, parce que sinon ce serait l'infini. Il faudrait une pensée pour voir qu'on a une pensée, pour voir qu'on a une pensée, ça ne s'arrêterait jamais. Ce qui voit qu'il y a une pensée, ben, c'est la conscience. C'est la conscience. Donc les pensées apparaissent et disparaissent, mais la conscience demeure, comme dit le texte de Shankara, la conscience demeure. Et il y a une analogie qu'on trouve souvent d'ailleurs dans ces textes, c'est l'analogie du ciel, de l'espace. Vous voyez ? La conscience est comme un espace dans lequel passent différentes choses, des nuages, des oiseaux. Donc peut-être que les pensées sont comme des oiseaux qui traversent le ciel de la conscience. Et ce qui se fait, c'est vrai que souvent, quand un oiseau arrive, on est fasciné par cet oiseau et on ne voit que lui, et on ne voit plus la conscience. Surtout si ce sont des oiseaux de mauvais augure, s'ils sont des vautours par exemple, ça nous fait peur, alors on regarde que l'oiseau, et on perd de vue l'espace de la conscience, mais en fait, cet espace, il est toujours là. Donc c'est une question d'attention. Je voulais vous montrer d'ailleurs un texte, mais comme c'est à l'envers avec Facebook, je vais juste vous montrer ceci. Voilà. Et là, si je vous demande qu'est-ce que vous voyez, c'est un peu comme une pensée, c'est juste, c'est plus court, mais c'est comme une sorte de pensée. Qu'est-ce que vous voyez? Ah bien, on pourrait dire, je vois la lettre H. Voilà, je vois la lettre H. Mais en fait, il n'y a pas que la lettre H, il y a la feuille blanche aussi, non? Il y a la feuille blanche, qu'on ne voit pas forcément. Notre attention est attirée par la lettre. Mais sans la feuille blanche, il n'y a pas de lettre H. Voyez. Donc, c'est un peu pareil avec les pensées. On voit les pensées, donc qui sont des phrases, hein, écrites sur la feuille blanche, et on ne voit plus la feuille blanche. Et la feuille blanche, c'est la conscience. Voyez. Donc, on voit les pensées, et on ne voit pas l'arrière-plan, en fait, la feuille blanche sur laquelle les pensées s'écrivent. Alors, cette feuille blanche, bon, bah, c'est la conscience, c'est le miroir de la conscience. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument aussi, c'est que les pensées, comme on l'a vu, elles sont multiples, elles sont changeantes. On a plein de pensées par jour. 10 000, 20 000. Vous voyez, donc les pensées n'arrêtent pas de changer. Mais pourtant, il y a quelque chose en nous qui ne change pas. Le je, J-E, hein, le je qui observe ses pensées, lui, il ne change pas. Je suis le même maintenant que j'étais ce matin ou que j'étais hier soir. Je suis même le même maintenant que j'étais il y a 10 ans ou 20 ans. Pourtant, les pensées que j'ai maintenant sont très différentes de celles que j'avais il y a 20 ans. Donc les pensées sont multiples et changeantes. Il y a quelque chose en nous qui reste fixe et stable, vous voyez, qui demeure en fait. Et ce qui change, ce sont les pensées. Ce qui demeure, c'est la conscience. Et troisième argument, c'est qu'en réalité, même si on pense beaucoup, même si on pense souvent, on ne pense pas tout le temps. Il y a des intervalles entre les pensées. Il y a des moments où la pensée s'arrête, alors on ne s'en aperçoit pas forcément, mais il y a des intervalles entre les pensées. Or, entre ces intervalles, on ne disparaît pas. C'est pas parce que je ne pense pas que je meurs, vous voyez, pas du tout. Ces intervalles de silence, en fait, sont la conscience. Vous voyez. Alors, je ne pense pas, par exemple, quand je regarde un objet, un bel objet, par exemple, je suis fasciné par la beauté de l'objet, je suis juste attentif. Évidemment, après, le commentaire va venir tout de suite. Ah, c'est beau, ah, c'est intéressant. Bon, le commentaire se surajoute à la perception. Mais quand je suis dans le regard, il n'y a pas de pensée. En tout cas, pendant un certain moment. Dans certains moments de surprise aussi, la pensée s'arrête. Un coup de fusil éclate à côté de moi, hop, je suis dans la surprise, il n'y a plus de pensée, je suis dans cette conscience. Donc, entre les pensées, il y a de la conscience. Sous les pensées, il y a de la conscience. Vous voyez. Donc, Descartes disait « je pense, donc je suis ». Moi, je dis non, je suis et je pense, et parfois je ne pense pas. Il y a des moments où je pense, des moments où je ne pense pas, et je suis quand même. Vous voyez.
Donc ces intervalles-là sont importants. Hein. C'est très important de percevoir l'intervalle entre deux pensées, notamment. Et là, je vous lis une petite citation de Punjaji, ou qu'on appelle aussi Papaji, qui est un maître de l'Advaita Vedanta du XXe siècle, et qui disait ceci: entre deux nuages, il y a un intervalle, et cet intervalle est le ciel bleu. Ralentissez les pensées et regardez les intervalles. Examinez les intervalles et prêtez davantage attention à l'intervalle qu'au nuage. Là où la première pensée a disparu et où l'autre n'a pas encore surgi, c'est la conscience, c'est la liberté, c'est votre propre place, c'est votre propre demeure, vous êtes toujours là, voyez-vous. Déplacez votre attention, changez d'habitude, ne regardez pas l'image mais l'arrière-fond. Voilà, ne plus simplement être fasciné par la pensée, mais par l'arrière-fond. Hein. Ne plus seulement être fasciné par la lettre, mais par la page blanche. Voir la page blanche aussi. Après, on peut voir les deux. Hein. Je vois le H et je vois la page blanche. Donc, voir les intervalles. Voir les intervalles entre les pensées. Oui. Voilà. Et on pourrait même rajouter un quatrième argument pour nous montrer qu'il y a quelque chose en nous qui est au-delà des pensées, c'est que en fait, les pensées, elles viennent toutes seules. Je ne suis pas le maître des pensées, je ne décide pas que les pensées arrivent, je ne décide pas que telle pensée arrive, je ne décide pas vraiment en ce moment que ces mots surgissent. Les pensées surgissent d'elles-mêmes en fait, elles jaillissent de cet arrière-plan. Or si c'était moi qui étais vraiment les pensées, j'aurais un contrôle absolu sur les pensées. Or vous savez bien que ce n'est pas le cas. On peut pas, il n'y a pas un bouton on-off qu'on pourrait allumer et éteindre quand on en a assez de certaines pensées. Non, les pensées elles apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes, librement, comme des oiseaux qui s'envolent. Il faut les laisser voler d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, donc, on a les textes de l'Advaita Vedanta notamment qui nous parlent de cette conscience au-delà des pensées. Il y a des arguments aussi qui sont imparables à mon avis. Hein. Donc le fait qu'on puisse observer les pensées, le fait que les pensées soient multiples et que le jeu soit le même, le fait qu'il y ait des intervalles entre les pensées et qu'on ne pense pas toujours, et enfin le fait que les pensées surgissent d'elles-mêmes. Donc tout ça, ça nous indique qu'il y a en nous quelque chose au-delà des pensées, qu'on peut appeler la conscience par exemple, qu'on peut appeler la conscience. Alors, si vous avez encore un peu de patience, je peux vous proposer un petit exercice. Parce que c'est fondamental l'expérience, sinon ça reste une pensée encore. Vous voyez. Ah, j'ai entendu une pensée intéressante, on dirait quelque chose au-delà de la pensée. Vous voyez, le mental s'en est saisi et du coup, ça ne change pas grand-chose. Donc l'expérience est fondamentale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi c'est vraiment par la méditation zen que je me suis aperçu qu'il y avait Radio Moi. Donc là, je vais vous proposer un petit exercice qui vient directement de l'enseignement de Douglas Harding et que j'ai recensé dans mon livre 62 expériences de spiritualité quotidienne. Donc je vais le faire assez court. Donc, je vais vous demander simplement de vous détendre autant que possible. Voilà, peut-être ça va être plus facile si on ferme les yeux. Donc, fermez les yeux, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant que vous avez les yeux fermés, prêtez attention d'abord aux sensations de votre corps. Voilà, les sensations de votre corps qui apparaissent, n'est-ce pas, dans un espace de conscience. Et les sensations, en fait, n'ont pas le pouvoir de vous enfermer, elles apparaissent dans une présence, dans un espace de conscience. Hein, je ne crois pas que vous puissiez vraiment faire l'expérience d'être enfermé dans un corps. On avait fait une vidéo là-dessus déjà. Simplement, peut-être prêter attention à la dimension de votre présence. Essayez de chercher les limites de votre présence vers le haut, vers la droite, vers la gauche, devant, derrière, en bas. Voilà, donc là vous êtes cette présence vaste, dans laquelle apparaissent des sensations, dans laquelle apparaissent aussi des sons. Maintenant, faisons apparaître des pensées. Je vais vous demander de penser
à une ville de France dont la première lettre est un R. Là, il y a un mot qui est apparu, alors c'est une toute petite pensée, mais c'est quand même une pensée. D'où est apparu ce mot? D'où est apparu ce mot? Dans votre expérience de l'instant présent, est-ce que le mot est apparu du cerveau? C'est vraiment votre expérience? Est-ce qu'il est apparu d'un esprit limité? Ou plutôt, est-ce que le mot n'a pas surgi de l'espace vide? Pensez maintenant à un grand animal dont la première lettre est un E. Voilà, donc vous avez un mot qui est apparu. Encore une fois, d'où a-t-il surgi? Est-ce qu'il a surgi dans votre expérience? Est-ce qu'il a surgi d'un cerveau? D'un esprit limité? Ou est-ce qu'il a plutôt surgi d'un espace vide? Et où a disparu le premier mot de tout à l'heure? Est-ce qu'il n'a pas lui aussi disparu dans l'espace vide, dans votre présence? Est-ce que toutes les pensées ne naissent pas de cette manière, à partir de l'espace vide que vous êtes, pour disparaître à nouveau dans l'espace vide, comme des oiseaux qui traversent le ciel? Et est-ce qu'une pensée peut vraiment fermer cette présence que vous êtes? Est-ce qu'une pensée a le pouvoir de soudainement fermer cette conscience, d'éteindre cette conscience? Est-ce qu'une pensée a le pouvoir de vous blesser, de vous heurter? En quoi l'espace que vous êtes pourrait-il être fermé par une simple pensée? Je vous demande maintenant de réciter en silence l'alphabet français de A jusqu'à Z. Allez-y, doucement. Voilà, d'où sont apparues toutes ces lettres? Est-ce qu'elles ne sont pas apparues aussi de l'espace? Et où ont-elles disparu? Est-ce qu'elles n'ont pas ensuite disparu dans l'espace? Et vous voyez que les lettres étaient multiples, elles sont apparues, elles ont disparu, mais vous, en tant qu'espace, est-ce que vous ne demeurez pas le même? Est-ce que vous ne demeurez pas cet espace conscient, éveillé, vide, sans forme, qui accueille les pensées, qui passent, restent un instant et disparaissent? Et voyez que vous n'avez aucun effort à faire pour être cet espace ouvert que traversent les pensées. C'est votre vraie nature. Douglas Harding disait souvent, c'est comme ça que vous êtes construit. Grand ouvert pour accueillir les pensées. Quelles que soient les pensées, elles sont les bienvenues. Vous êtes une sorte de maison d'hôte, si vous voulez, dans laquelle viennent, comme des visiteuses, ces pensées. Elles vont repartir. Elles arrivent et elles repartent. Et vous demeurez en tant que cet espace immaculé, absolument parfait. Et dès lors, aucune pensée ne peut perturber cet espace. Aucune pensée ne peut l'amoindrir, aucune pensée ne peut l'augmenter. Cet espace demeure absolument libre, qu'il y ait des pensées ou pas d'ailleurs. Il s'en contrefiche. Il accueille tout ce qui apparaît. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Et l'espace qu'on a découvert, les yeux fermés, on le découvre aussi les yeux ouverts, hein, puisque là, au-dessus de vos épaules, vous découvrez cet espace transparent, cet espace vide. Parce que bien sûr, on a aussi des pensées quand on a les yeux ouverts. Donc, voilà, quand on a les yeux ouverts, on peut repérer qu'elles apparaissent dans cet espace ouvert, dans cette grande, on pourrait dire cette clairière ouverte, hein, cette clairière, dans ce témoin, comme disait Shankara, dans cet espace transparent. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, pour moi, découvrir cet espace au-delà des pensées, ça a été vraiment un sentiment de libération incroyable. Parce que être enfermé dans ses pensées, c'est vraiment affreux. On est victime des pensées, on est presque esclave des pensées. Et là, en faisant un pas en arrière, en fait, dans cette vacuité, vous êtes libre des pensées.
Et vous allez voir que les pensées vont changer en fait. Elles vont être plus fluides. Elles vont être plus en accord avec le monde. Elles vont moins nous tromper. Il y en aura moins déjà. Elles vont moins nous tromper. Elles vont être plus lucides. Elles vont elles-mêmes, je crois, être plus en harmonie avec cette vacuité et cette source. Et peut-être même, du coup, elles vont se mettre au service de la source. En tout cas, dans les meilleurs moments, c'est ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien et à bientôt.